Il y a eu des tensions hier, des débordements. Certains vont les considérer comme mineurs, sporadiques, mais il y en a eu dans certaines villes, notamment à Paris, sur les Champs-Élysées. Le bilan est de 167 interpellations en région parisienne, 145 à Paris. Mais est-ce que vous estimez quand même que le dispositif de sécurité qui était conséquent a été efficace et qu'on a évité quand même des images que personne ne veut voir? Alors déjà, on a probablement limité la casse pour une raison simple, c'est que le Maroc a perdu. Donc de fait, le déferlement de supporters marocains dans les rues a été relativement limité. C'est principalement des supporters français qu'on a vus sur les Champs-Élysées, d'une part. D'autre part, Gérald Darmanin a mis un dispositif absolument inédit à Paris, ce qui d'ailleurs est assez cocasse, puisque lui qui explique qu'il y aurait des relents racistes derrière les craintes liées aux émeutes de supporters marocains, lui-même manifestement a un a priori raciste, puisque à l'occasion de ce match France-Maroc a mis spécifiquement un dispositif particulier qu'il ne met pas. Il ne l'aurait pas fait ce matin. Il ne l'a pas fait pour les autres matchs, et je doute qu'il mette le même dispositif pour le France-Argentine. Voilà, donc ça dit quand même quelque chose de l'appréhension manifestement qu'avait le gouvernement lié à ce match en particulier, d'une part. D'autre part, il y a une seconde chose, c'est qu'il y a Paris, certes, mais Paris n'est pas la France, ou pas seulement la France, et il y a eu en revanche de très très nombreux départements dans de grandes villes ou des villes moyennes. D'ailleurs, je pense à Nice, je pense à Lyon, je pense à Lens, je pense à Annecy, je pense à Grenoble, enfin je ne vais pas vous faire toute la litanie, des choses qu'on a tendance aujourd'hui à évacuer d'un revers de main, mais qui sont quand même indéniablement d'une grande d'une certaine gravité. Ce matin. Mais certaines gravités, les mots ont leur importance, parce que certains aussi avaient alerté, même les services de renseignement, sans parler de guérilla urbaine, mais là nous en sommes loin. Quand vous voyez ces images, comment les décrivez-vous sans les minimiser? Il y a plus ou moins d'intensité, mais on va de la casse à l'agression, à l'émeute, à Montpellier, à de la guérilla urbaine, à des règlements de compte entre supporters. J'ai vu parfois même des supporters français directement visés par des tirs de mortier, des agressions de policiers. J'ai même vu à Créteil qu'il y avait un tribunal qui avait été également attaqué. C'est des scènes malheureusement aujourd'hui en France auxquelles nous sommes habitués, ce qui est quand même absolument habitué. Il y a une forme de résignation terrible. En tout cas, il y a une forme d'habitude. Je vois bien qu'aujourd'hui tout le monde avait anticipé que ça se passerait comme ça, et c'est révélateur d'une certaine manière, parce que ce qui est intéressant à travers ce match, si vous voulez, c'est la grille de lecture qui en a été faite en France, mais aussi dans le monde arabe en général. J'allais vous en parler, parce qu'on peut comprendre qu'il y a une forme de... D'abord, on peut saluer l'équipe du Maroc, ça reste quand même un parcours et un exploit inédit. C'est vrai. Et l'équipe de France a eu du mal un peu en deuxième partie, ça c'est vrai. S'il décroche la 3e place face à la Croatie, quand même, il y aura évidemment, ça restera dans l'histoire. Il y a eu une ferveur, il est vrai, autour de cette équipe, et certains y ont vu une résurgence d'une forme de panarabisme. Est-ce que c'est une fierté qui vous semble naturelle? Ou alors, comme certains l'ont dit, une volonté de revanche sur l'Occident? En fait, si vous voulez, c'est toujours pareil. Certains ont une grille de lecture politique, pas tous, mais pour ceux qui ont une grille de lecture politique dans le monde arabe, il y a eu en effet cette idée d'une équipe qui incarnerait l'ensemble du monde musulman et du continent africain. Ça a d'ailleurs été dit par un des joueurs de l'équipe du Maroc, disant voilà, nous sommes la fierté de l'ensemble du monde musulman. Je vous laisse imaginer si par exemple l'équipe d'Espagne avait dit nous sommes l'équipe de la chrétienté et de l'Europe. Je pense que ça aurait été quand même assez mal vécu. Ce qui est problématique, ça n'est pas la fierté. Évidemment, elle a créé la surprise et c'est heureux que les gens aient pu être fiers de cela. Ce qui est gênant, c'est l'état d'esprit revanchard et anti-européen, voire anti-occidentaliste, qui a pu être manié à cette occasion par un certain nombre de journalistes dans le monde arabe, par un certain nombre de responsables politiques dans le monde arabe, par un certain nombre de supporters. Il suffit de regarder l'état d'esprit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'égard du match, par exemple, face à l'Espagne, où on a vu une espèce de revanche sur la Reconquista espagnole, où on a vu un appel à la revanche de Poitiers dans le Vous avez vu tout cela? Le match France-Maroc. Je l'ai constaté. Mais Maria, que des nations arabes s'identifient au Maroc, est-ce que c'est forcément contre l'Occident et peut-être même contre la chrétienté, selon vous? C'est la grille de lecture qu'on a vue pour une partie en effet du monde arabe. C'est pas la mienne, en ce sens que je déplore et je combats même cette lecture tiers-mondiste qui voudrait un Occident culpabilisé, qui aurait donc des comptes à rendre à l'Afrique et en particulier au Maghreb. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que je vois des plaies qui sont réactivées à cette occasion. Je rebondis sur une déclaration très intéressante que j'ai vue de l'ancien ambassadeur et ancien responsable de la DGSE, Pierre Brochand, qui explique, et d'ailleurs il fait un peu un parallèle avec ces matchs, qu'il y a aujourd'hui 3 grandes tragédies, 3 grandes blessures finalement qui sont extrêmement dangereuses pour la paix civile et qu'on voit se manifester à l'occasion de ces matchs. C'est-à-dire 1, la discorde religieuse qu'on pensait enterrée depuis 1905, 2, la discorde coloniale qu'on pensait enterrée depuis 1962, et 3, la discorde racialiste qu'on pensait enterrée depuis 1945 avec le wokisme. Mais je veux aller plus loin. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'il y ait un sentiment de fierté arabe, voire musulman, ou qu'il n'y ait pas son pendant occidental?
Non, ce qui me choque, si vous voulez, c'est quand je vois par exemple des joueurs de l'équipe du Maroc qui partagent des visuels guerriers avec des sabres et des corps sur l'épaule, par exemple. Photo sur Instagram. Voilà, exactement, d'un des joueurs espagnols. Quand je vois ce genre de dimension politique, oui, ça m'inquiète et ça me dérange. Une fois de plus, ça n'est pas la fierté. Et d'ailleurs, ça va au-delà de la France. C'est ça qui est intéressant. Parlons-en, par exemple, le débat sur la binationalité qui est revenu sur la table. Est-ce qu'avoir la binationalité, est-ce que vous considérez que ça pose problème et qu'il peut y avoir un soupçon de... Certains ont même parlé quand même de trahison, de double allégeance. D'une certaine manière, à travers cette double nationalité, il y a en effet un problème d'allégeance. À qui va l'allégeance de ces binationaux? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien à travers la ferveur finalement de ces Français d'origine marocaine à l'égard du Maroc qu'indéniablement, ils sont plus enclins à soutenir l'équipe de leur pays d'origine que l'équipe de leur pays d'accueil. Donc c'est quand même un révélateur. Si et vous avoir voulez. Un choix de cœur et un choix de raison, c'est révélateur. C'est un vrai problème. C'est un problème en ce sens qu'il y a à travers cette communauté marocaine française, qui est la première d'ailleurs en Europe, en France, manifestement un déficit d'intégration ou d'assimilation. Il y a plusieurs facteurs qui le révèlent. On le voit sur le taux d'inemployabilité qui est 2 à 3 fois plus élevé chez les personnes résidentes marocaines en France que chez les Français. On le voit dans les HLM notamment. Je dis 45% des immigrés marocains qui sont logés dans des HLM. On le voit dans les prisons. C'est la deuxième nationalité après les Algériens qui est surreprésentée en prison. Donc c'est des indicateurs, ce qui ne veut pas dire bien sûr que tous les Français d'origine marocaine ou les Marocains en France sont mais vous bien croyez sûr que interdire la binationalité pourrait régler ce problème d'intégration, d'assimilation? Ce sont des indicateurs, voilà. Et à travers cette binationalité et à travers les données que je viens de vous exposer, on voit bien qu'il y a un déficit d'assimilation qui pose des problèmes liés à la paix civile. Vous êtes un responsable politique. Au-delà du diagnostic et du constat, que faire? Parce que, à part interdire la binationalité, comment faire aimer davantage la France, si c'est bien ça le débat? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est l'enseignement de l'histoire? Que changeriez-vous? La binationalité, c'est un des domaines. C'est pas parce que demain, évidemment, que vous interdisez la binationalité que d'un coup, vous allez convertir les cœurs et les âmes à l'amour de la France. Bien sûr, c'est un, on va dire, des facteurs. Ce qui est sûr, c'est que derrière cette question de l'assimilation, il y a la question aussi de l'immigration, il y a la question du nombre et de la question du communautarisme. On y revient toujours et on ne veut pas voir cela en face. Là, on parle parfois de générations qui sont là depuis 3 ou 4 générations. Mais donc, la question, je suis d'accord. Et on voit aussi un état d'esprit. Et ça, il y a une part de responsabilité des élites françaises ou des élites européennes en général dans le fait de se complaire dans une forme d'ethnomasochisme et de culpabilité occidentale qui donne finalement, qui prête le flanc à cette idée revancharge des anciennes colonies à l'égard de leurs anciens colons, si je peux dire. Je vous prends une déclaration qui est tout à fait symptomatique, qui est celle du président de la FIFA et qui dit, au regard de ce qu'a fait l'Europe ces 3000 années passées, nous devrions passer les 3000 prochaines années à nous excuser avant de faire des leçons au Qatar. Bon voilà, dans cette déclaration, vous avez résumé publiquement l'état d'esprit européen vis-à-vis de ces nations.